Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partages d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Laura Nala Defretin, danseuse, chorégraphe et cofondatrice de la compagnie Mazel Freuten. De ses débuts à 7 ans en danse moderne à son explosion dans les battles hip-hop aux côtés du crew Undercover, Laura a toujours dansé avec le cœur et l'envie de s'exprimer. Lauréate du Juste Debout Marseille, juge reconnue, elle devient vite une référence de la scène underground française. Membre de la compagnie Swaggers, elle tournera à l'international avec In the Middle de Marion Motin, foulera les planches de Résiste, jouera dans le film Let's Dance et collabora avec des artistes comme Angèle, Grand Corps Malade et Black M. En 2017, elle cofonde la compagnie Mazel Freuten avec Brandon Masselé. Ensemble, ils créent un univers chorégraphique unique entre culture électro et hip-hop. Leur dernière création, le tableau Obscurité pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans cet épisode, nous parlerons de son identité d'artiste, de sa vision de la transmission avec sa formation intro, de la maternité comme transformation artistique et personnelle. Nous aborderons également les notions de résilience, de discipline et de l'amour du geste en restituant à la danse tout ce qu'elle a pu lui apporter dans son parcours personnel. Salut Laura! Bonjour! Tu vas bien? Super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation et donc bienvenue dans le podcast. Avec grand plaisir. Écoute, petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, nous raconter comment tu as découvert la danse, qu'est-ce qui t'a fait vibrer au départ? Alors moi, la danse, je l'ai découverte via ma maman. Elle a toujours voulu être danseuse, mais je crois qu'elle en a jamais vraiment eu l'opportunité. Du coup, quand elle a eu sa fille, elle s'est dit, bon vas-y, c'est parti, elle fera de la danse. Donc ça a été vraiment mes premiers pas. J'ai commencé, j'avais 5 ans. Les petits cours de modern jazz, éveil corporel. Et donc au départ, c'était vraiment quelque chose de... j'y allais, c'était assez cool quand on est enfant comme ça. Et après, quand tu commences à grandir, tu commences à avoir un peu ta période où j'ai un peu la flemme d'y aller, peut-être que c'est pas vraiment ça que je veux faire. Mais j'avais mon grand frère qui était lui plus dans la culture hip-hop et qui suivait pas mal ce qui se passait en termes de danse, musique. Et du coup, il avait vu passer qu'il y avait un stage de danse hip-hop avec P-Fly, Nyako, etc. Et il m'avait dit « Non, Laura, mais tu devrais trop essayer, viens, on y va et tout. » Donc moi, je me laissais porter. J'ai dit « Vas-y, je te suis, c'est parti. » Et au final, c'est vraiment ce jour-là que ça a été une grosse révélation. Où je me suis dit « En fait, si je dois danser, c'est vraiment ce style de danse que je veux faire parce que... » ça colle direct en fait. C'est ton frère du coup qui t'a influencé plus que ta maman finalement? Ouais, exactement. Okay. Enfin, ma mère, elle voulait vraiment que je danse. Enfin voilà, c'était important. Nous dans la famille, on est une famille un peu de sportifs, etc. Donc c'était important d'avoir une activité. Et elle m'a mis à la danse, donc voilà, je me suis laissée porter. Mais je me sentais pas plus que ça transcender. Et c'est vraiment quand j'ai découvert le hip-hop où j'ai trouvé cette liberté qui me manquait un peu peut-être dans les autres styles de danse. Et quelles ont été tes premières influences artistiques, que ce soit dans les battles ou ailleurs? T'as donné quelques noms, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Vraiment, il y a eu beaucoup... Enfin, je pense que ce qui est fort dans mon parcours, c'est que j'ai rencontré plein de personnes différentes. Donc même quand j'ai commencé, c'est vraiment P-Fly et Nyako qui m'ont vraiment pris sous leur aile et qui m'ont montré... qui m'ont accompagnée, qui m'ont donné vraiment toutes les opportunités que j'ai pu avoir. Et après, en amont aussi, il y a quand même Christian, des gens qui sont un petit peu plus dans l'ombre, beaucoup moins connus, mais qui ont aussi fait partie de mon parcours. Et sans qui, j'aurais peut-être pas continué. Yes. Et du coup, là, tu vois, tu me parles beaucoup d'hommes qui ont été présents autour de toi. Et c'est vrai qu'on a tendance, je pense peut-être plus à l'époque, à associer le hip-hop, le côté underground au côté masculin. Ce qui est pas complètement faux, ni vrai ni faux, en fait. Parce que ça a évolué un peu avec les dernières années, donc c'est cool. Mais du coup, comment on construit son identité artistique dans ce contexte un peu... catalogué entre guillemets masculin? En vrai, je pense que moi
enfin, j'ai 2 grands frères, donc j'ai toujours été dans un entourage, disons, plus masculin que féminin. À l'époque, à cet âge-là, je me posais pas trop la question. J'arrive, j'ai envie de danser. La plupart des gens qui sont là, c'est des hommes. Je prends ce qu'il y a à prendre et au final, je me forme et je me construis aussi dans cette direction-là. C'est un petit peu plus tard que je commence à rencontrer d'autres danseuses, parce qu'il y en avait quand même malgré tout. C'est juste que moi, la porte par laquelle je suis passée, elle n'était pas forcément à cet endroit-là. Mais en tout cas, il y en avait. Et au final, après, je pense que quand j'en ai ressenti le besoin, avec l'âge, peut-être quand j'approchais plus de l'adolescence, etc., tout naturellement, en fait, la rencontre, elle s'est faite. Et du coup, c'était avec Marion Motin, où vraiment... au sein de la culture hip-hop, ça a été un peu mon modèle féminin, la personne qui m'a beaucoup inspirée, aussi bien dans son parcours que dans sa manière d'évoluer, de percevoir aussi la danse. Et donc, encore aujourd'hui, c'est une grande inspiration et je me rends compte que j'ai beaucoup de chance aussi de la croiser à cette époque-là, parce que ça fait grandement partie de ma construction. Complètement. Et puis même, tu vois, si on parle de masculin et de féminin, ça veut pas dire que tout de suite on est genré dans une catégorie. Enfin, c'est pas parce que t'as évolué dans un milieu qui paraissait masculin que t'es devenu forcément aussi, tu vois, avec une énergie masculine. Tu vois, pas du tout. C'est important, je pense, de différencier. Complètement. Ça. Et justement, je trouve que le mot énergie aussi, il est important, parce qu'au final, c'est plus dans ce sens-là que ça va. Et le fait, justement, d'être beaucoup avec des hommes, ça m'a aussi apporté une autre approche de la danse, qui aussi aujourd'hui, je pense, fait un peu un de mes points forts. Et donc là-dessus, cette balance-là, je te la trouve cool. Parce que du coup, tu peux vaciller entre différentes énergies, et je trouve ça trop bien justement d'aller explorer ces polarités-là aussi. Ouais, complètement. Aujourd'hui, t'es devenue une figure de référence pour beaucoup de jeunes danseuses et jeunes danseurs. Comment tu vis cette position ? Je pense que j'ai du mal à... Alors, accepter, c'est pas du tout le bon terme, mais j'ai du mal à vraiment le conscientiser. Moi, je suis encore dans... Même si ça va faire presque 20 ans, donc ça va faire un bout de temps quand même. Allez. Que je danse. Mais comme moi, j'ai encore ce truc d'avoir tellement de choses à apprendre, j'arrive pas à me positionner et me dire que... j'inspire ou j'influence des gens, même s'il y a une part de moi qui en a conscience quand même, parce que justement j'ai ouvert ma formation, etc. Mais je sais pas, je pense que c'est toujours un peu délicat de se positionner comme ça, et vraiment c'est surtout ce truc de me dire j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que voilà. En fait, il y a aussi une forme d'humilité, il y a une forme de... C'était avec Nelson, quand j'ai eu dans le podcast, je me souviens, il a dit une phrase, et qu'il a dit qu'on restait des étudiants de la vie. Et c'est très, très juste, parce que je pense que quand on arrête d'apprendre, finalement, on stagne. Et le danseur, je pense qu'il a besoin de continuellement apprendre et se nourrir de d'autres formes d'art, même pas que de la danse, pour se nourrir. Complètement. Et après, je pense aussi que c'est un truc qui est assez personnel, où... le regard que je pose sur moi, il est peut-être un peu dur, mais en tout cas, j'ai l'impression, moi, de pas être arrivée là où il faut. Et donc, du coup, de me dire, pour l'instant, je veux pas vraiment dire que je suis une inspiration, alors que j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à travailler. T'es exigeante avec toi-même ? Ouais, beaucoup. Ouais. Mais est-ce que cette exigence-là, elle t'a justement guidée, ou parfois elle t'a un peu freinée ? Je pense que c'est un peu des deux. Ça me... sur un certain point, ça me permet de toujours être dans cette constante recherche d'évolution, de me dire que c'est jamais assez, qu'il faut toujours pousser plus. Et d'un autre aussi, je pense que dans tout milieu artistique, c'est bien d'avoir un peu cette confiance en toi qui va t'asseoir et qui va aussi te permettre de revendiquer un peu qui tu es, et puis de l'exprimer à 100% aux yeux des gens. Là où je pense que des fois, ce manque de confiance, il va un peu te freiner, écraser, me freiner, et me dire que non, là, c'est pas assez. Là où peut-être je pourrais pousser encore plus, parce que je m'auto-limite, en fait. Est-ce que cette forme d'exigence, cette forme de dépassement de soi, ça vient pas aussi du contexte familial, où tu me disais qu'il y a quand même beaucoup de sportifs, et je pense que quand on est sportif,
à haut niveau ou pas, mais qu'on veut se dépasser, ça se transmet un peu dans les Oui, gènes. je pense qu'il y a plein de choses qui jouent. Ouais, l'éducation, le milieu dans lequel on a grandi. Enfin, je pense que c'est un tout. Un melting pot. Ouais, voilà, qui fait ça. Et puis aussi, aujourd'hui, avec un peu de recul, j'ai ma famille qui m'a toujours accompagnée dans tout ce que je faisais. Et c'est super. Et là-dessus, je me rends compte que j'ai une chance énorme. Mais aussi, je me dis qu'il y a ce truc d'avoir été aussi très couvée, toujours accompagnée, un peu toujours protégée, qui fait que, justement, j'ai toujours pris l'habitude d'être dans une zone un peu de sécurité. Et donc, le moment où je dois un peu m'éloigner de ça et vraiment, entre guillemets, voler de mes propres ailes, et bah, ça fait du coup un peu peur. Et donc, je pense aussi que c'est une petite limite qui s'est aussi inscrite en moi, de me dire faire les choses seule en fait. Et c'est un peu toujours ce petit truc qui est et du coup, est-ce que le fait d'être ce côté où t'as peur, quand t'arrives en battle par exemple, t'es seule et t'as plein d'œils, de paires d'œils qui te regardent, comment t'as ressenti ça? Ça a été quoi ta relation avec les battles quand t'as commencé? Bah, j'ai commencé jeune, du coup il y a vraiment cette magie de l'insouciance et de l'inconscience quand t'es jeune. Donc j'étais tellement passionnée et aussi bien accompagnée que même souvent j'ai commencé en tout cas par des 2-2. Je faisais pas beaucoup de 1 contre 1 en battle. Et donc du coup jamais trop eu ce sentiment d'être seule parce que du coup j'étais quand même accompagnée et puis à l'époque je dansais aussi avec mes grands, qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc du coup je me sentais au contraire toujours protégée et en zone de confort. Donc plus jeune j'ai jamais eu trop ce truc de me dire cette pression de gérer parce que j'étais dans un petit safe space, ouais. Et c'est plus au final en grandissant et en commençant à faire les choses seule où je me suis dit en fait c'est ça. Et du coup c'est vraiment arrivé en même temps avec toutes les questions que adolescence, responsabilité, comment assumer tout ça. Et donc au final ça a été presque plus dur en grandissant que quand j'ai commencé. Parce que plein de questions toujours, on aborde les choses différemment quoi. Puis quand on devient ado et adulte, je pense qu'on conscientise beaucoup plus que quand on est enfant. Ouais. Et puis aussi il y a ce truc au final de j'ai commencé jeune, donc on m'a entre guillemets suivi depuis que je suis jeune, et donc inconsciemment aussi derrière toi t'as tout ce truc de te dire on t'attend un peu au tournant, ça fait longtemps qu'elle est là, elle a commencé avec un tel, et t'as toujours aussi l'impression de devoir faire tes preuves. Et je pense qu'il y a aussi cette petite pression-là qui est toujours un peu présente. Encore aujourd'hui ? Ouais. Okay. Encore, ouais, vraiment. Ah ouais ? Ah ouais, complètement. Genre, j'ai pas le droit à l'erreur. Après, c'est peut-être moi aussi, personnellement, qui m'impose ça. Mais ouais, toujours, si ça fait un petit moment que j'ai pas fait de battle, je vais y retourner, je vais me dire, c'est sûr, on m'attend en tournant. Attention, Laura va faire un battle, j'ai pas le droit à l'erreur. Je comprends la position. Et avec la scène, c'est pareil ou c'est différent? Non, avec la scène, je le prends vraiment complètement différemment parce que comme ça fait moins longtemps déjà que je me positionne entre guillemets en tant que chorégraphe, que j'aborde le milieu du spectacle, j'ai commencé en tant qu'interprète. Et en fait l'approche elle est différente. Interprète, tu te laisses porter, du coup t'as quand même je trouve moins de poids, moins de responsabilité, ou du coup c'était plus simple. Et après en passant entre guillemets chorégraphe, déjà je le fais pas seule, je suis souvent toujours accompagnée de Brandon, donc du coup toujours ce truc d'épaule. Je suis avec quelqu'un, on est ensemble. Et puis comme ça fait moins longtemps, je me sens aussi moins légitime. Là où en fait dans le milieu du battle, du freestyle, j'ai quand même toute cette expérience-là qui fait que je trouve que j'ai moins le droit à l'erreur. Même si en tant qu'artiste, il y a les humeurs qui jouent, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais malgré tout... Voilà. Mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'à mon avis, tu dois pas être la seule à te mettre peut-être cette forme de pression de j'ai pas droit à l'erreur, alors que en fait l'erreur elle reste humaine. T'as loupé le son, t'as loupé le beat, le break sur la musique, tu sais, ça peut arriver quoi. Et puis je crois ce qui fait le plus peur, c'est un grand mot, mais la chose qu'on redoute toujours un peu quand on est danseur de longue date ou un petit peu référent ou quoi ou qu'est-ce, c'est d'arriver à un battle et de se faire
Pas présélectionné? Alors non, Non. soit pas présélectionné, Non, c'est moi pas- là-dessus, non, c'est plus de tomber contre un peu un jeune du moment et qui te rentre le passage de l'année, quoi. Et je pense qu'il y a toujours un peu ce truc-là où tu dis, bon, t'as pas envie d'être le danseur qui s'est fait exploser et tu deviens genre la vidéo phare de l'année. Enfin, Le voilà, bad c'est c'est un peu une réalité aussi aujourd'hui Ouais, c'est avec vrai. les réseaux, Ouais. etc. C'est vrai qu'il y a cette facette-là aussi où tu sais pas ce qui va apparaître sur Internet sur toi, quoi. Mm, mm. Faut être à l'aise avec son image, Ouais. mais en même temps, c'est un travail aussi, je trouve, de l'être. Ouais, après, puis il faut être OK avec ça, hein, comme encore une fois, on danse, on peut pas être au meilleur de soi-même tout le temps, et au contraire, je pense que si jamais, bon, Dieu merci, je l'ai jamais vraiment ressenti de cette manière-là, mais je pense que ça doit mettre un bon petit coup de pied aussi. Oui. Si ça Allez, arrive, ça ouais. fait longtemps que je suis pas venue dans le cercle. Ouais, c'est ça. Je vais retourner taffer. Mais bon, après, quand on est aussi, tu vois, maman, chorégraphe, qu'on a une compagnie, tu peux plus aussi mettre ton énergie à 100% partout, quoi. Donc c'est aussi accepter que peut-être que des fois t'arrives et t'es plus vulnérable à un endroit. Mais ça, c'est ma vision, mais ça, je me dis que les gens, ils pensent pas comme ça. Donc du coup, moi, je sais que je dois sectionner. Enfin, chaque domaine a sa particularité, mais quand j'arrive toujours en mode, c'est comme si j'étais à 100% dedans, parce que de toute façon, comment les gens vont m'attendre, ils vont regarder que ce qu'ils voient, ils vont pas se dire « Ah, mais elle est maman, ah, mais machin », enfin voilà, j'essaye. Non, c'est vrai. T'as complètement raison. Je reviens un peu sur le côté stress. Comment toi tu vis le stress, notamment, tu vois, dans des contextes de compétition ou de performance? Le stress, il est toujours là. Comme je disais, par rapport un peu à tout ça, de continuer de faire ses preuves, etc. Et en même temps, je pense que j'ai quand même aussi, avec l'expérience, réussi à me trouver une petite zone de tranquillité dans tout ça, où je me suis un peu créé une petite routine, un environnement, je sais quoi faire, entre guillemets, pour le gérer et essayer d'être... Et en même temps... il existe et ça fait partie de ça aussi, et je pense que c'est ça qui stimule et qui va permettre de te dépasser et parfois de créer des moments un peu magiques. Avec l'adrénaline. Avec par exemple. l'adrénaline, ouais, exactement. Donc, au final, je pense que même les moments où j'ai pas de stress, ça m'embête. Ouais, tu te dis, ouais. c'est pas normal. Là. Ouais, c'est un peu je suis chiant, pas connectée. Mais en même temps, je trouve que c'est pas facile, tu vois, d'avoir ce côté où t'essaies de t'apaiser dans un endroit où il y a du monde, où ça bouge, où il y a du bruit, tu vois, c'est... Comment... En fait, qu'est-ce que tu mets en pratique, toi, dans ces moments-là? Moi, le fait qu'il y ait du monde, du bruit, etc., ça me gêne pas, parce qu'au final, c'est ce que j'aime aussi. L'énergie que tu prends? Ouais, dans la danse. Vraiment ce truc de partage, Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de s'isoler, de pas parler, de rester centrés sur eux-mêmes, et moi, c'est un peu le contraire. Plus je vais parler, plus je vais échanger avant, et mieux je vais me sentir. Parce que, je sais pas, je vais avoir l'impression d'avoir installé un peu mon énergie partout, et et donc ça me met dans l'ambiance, entre guillemets. Parce que vraiment, la danse, je la vois toujours comme un truc de partage. Même si dans le battle, ça reste confrontation, il y a quand même un échange, il y a quand même une conversation. Et du coup... c'est pas quelque chose que je visualise seule, en fait. Ça me fait pas du tout kiffer d'avoir besoin d'être comme ça, fermée. Et donc, au contraire, ça me fait ruminer plus qu'autre chose que d'être seule. Donc, du coup, je move, je parle, je danse beaucoup aussi avant de faire le battle ou même avant d'aller sur scène. Ouais. Et pourquoi Nala? Ouais. Est-ce que t'as le droit de le dire? Ouais, je peux dire complètement, mais c'est une histoire complètement ballot. Attends, moi je pensais que c'était un choix symbolique. Non, souvent... Alors je suis partie sur le Roi Lion, mais je sais pas si c'est un peu lié. Ah, ça c'est lié, ok. Ouais. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Niako qui m'a appelée comme ça. Et la petite histoire, ça vient beaucoup de quand j'étais jeune, j'avais une grosse touffe de cheveux, une grosse tignasse. Et donc souvent on disait Nala la lionne. Voilà, donc ça partait beaucoup de mes cheveux qui étaient très imposants. Et même si les lionnes n'ont pas de crinière, mais c'était l'aparté. Et en vrai, surtout d'où ça part aussi, c'est que Niako, il aimait bien me taquiner parce que j'avais un très bon appétit. Et donc, du coup, il disait « Oh, Nala va rugir tellement elle mange ». Enfin, voilà, des petites histoires un peu anecdotiques comme ça. Yes, voilà.
Tu vois, pour ça, mon idée de départ était... Elle était assez juste, ouais, quand même. Et puis Nala, en fait, même dans le film, c'est un bébé au début, c'est une lionceune. Ouais. Ça a fait sens aussi avec tes débuts où t'as commencé petite. Ouais, complètement. Et enfin voilà. Et donc du coup, il disait Lorana la lionne. Donc du coup, je l'ai gardé. Yes, j'aime bien. Ça fait une petite histoire à raconter. C'est ça, ouais. J'arrive un peu sur... on reste un peu sur le côté enfant, finalement, par rapport à la maternité. Je pense que la maternité, ça transforme un peu la vie d'un parent, d'un adulte, d'une personne. Et peut-être aussi ta danse. Qu'est-ce que cette expérience a changé dans ton rapport au corps, à la création, dans le regard que tu portes sur ton corps, sur le regard sur la création et dans la sensation du mouvement aussi? Ouais, Parce que tu as dansé enceinte. Ouais, j'ai dansé très longtemps. J'ai dansé jusqu'à 8 mois sur ma première grossesse. J'ai eu de la chance, j'ai eu une grossesse facile. Du coup, justement, j'ai pu profiter et danser aussi longtemps que je me sentais à l'aise de le faire. Et aussi, j'étais dans un environnement qui me l'ont permis aussi. Parce que dans Swaggers, entre filles, etc., je pense que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui peut rebuter, de se dire « Ah non, t'es enceinte », etc. Mais en tout cas, l'environnement dans lequel j'étais, c'était hyper libre. Et du coup, ça a aussi favorisé... ce truc-là, donc trop bien, j'ai trop kiffé, une sensation incroyable en fait d'avoir la vie dans son ventre et même de la sentir réagir aux vibrations de la musique. J'allais au battle électro et les grosses basses, à chaque fois que j'arrivais, je sentais Anoura qui bougeait partout dans le ventre, ouais, c'était incroyable. Et du coup, en fait, dingue d'avoir ce lien-là en fait déjà dans le ventre avec mon enfant. Et après, j'ai repris, après avoir accouché, j'ai repris 1 mois après. C'était important pour moi de me fixer une date de reprise parce que cette peur de me dire d'avoir une flemme qui se crée un peu de « Ah, c'est dur de reprendre » ou quoi ou qu'est-ce. Donc du coup, j'ai repris assez vite. J'ai un peu imposé ça à mon corps, j'avoue. J'avais ma sage-femme qui me disait 1 mois après, c'est quand même un peu tôt. Normalement, c'est seulement à ce moment-là qu'on recommence à faire la rééducation du périnée. Et moi, je disais non, mais j'ai pas le choix de toute façon. J'ai une date. On a notre spectacle, c'était notre duo avec Brandon. Et lui n'était pas là, Brandon. Et du coup, impossible de jouer notre duo s'il n'y en a pas au moins un de nous deux qui est présent. Et donc, du coup, moi, je devais le faire. Et je me suis dit, mon périnée, il va être au taquet. On va faire la rééducation un peu avant, un peu plus tôt que prévu. Et ça ira. Et ça a été. Et ça m'a relancée directement, mais c'est sûr que la reprise, elle est différente. Déjà, tu dois te réapproprier ton corps, qui t'as cette sensation qui est plus vraiment le tien, parce qu'il a changé. En plus, après 1 mois d'accouchement, ton ventre, il est encore en vrai gonflé de la grossesse, ton équilibre il est différent parce que t'avais quelqu'un et au final là tu l'as plus, donc comment est-ce que tu te réappropries tes appuis? Moi j'ai en plus allaité pendant 1 an, donc du coup aussi cette phase d'allaitement elle fait que tu redescends pas encore vraiment de ta phase de grossesse parce que tes hormones elles sont encore en travail, etc. Donc il y avait tout ça où tu apprends à te redécouvrir, t'es une nouvelle personne. Enfin en tout cas moi c'est comment je l'ai vécu. Il y a la Laura avant grossesse et la Laura après sa première grossesse et après sa deuxième grossesse aussi qui est encore qui est encore différent. Donc il y a des phases qui sont pas faciles parce qu'il faut accepter aussi qu'il y a des sensations maintenant qui vont exister dans ton corps que tu n'avais pas avant. Même si j'ai fait ma rééducation du périnée, il y a des sensations, des choses qui maintenant sont complètement différentes et donc tu dois réapprendre à bouger avec. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça m'a forcé à me poser des questions sur mon corps, sur comment est-ce que je me sentais, chose que je ne faisais pas du tout avant. Et du coup, je suis contente d'avoir eu cet éveil là sur mon corps maintenant. Et en même temps, je me dis, c'est cool, parce que je me questionne beaucoup plus, je suis beaucoup plus à l'écoute. Mais du coup, je suis aussi beaucoup plus consciente des choses qui fonctionnent pas très bien, etc. Et donc, du coup, je me dis, j'ai quand même pris un coup, quoi. Mais je trouve qu'on est quand même vachement conscients et conscientes, les danseurs-danseuses, du rapport qu'on a à notre corps, tu vois. La sage-femme qui te dit, 1 mois après une fin de grossesse, reprendre pour le périnée. Je pense que
on a tellement conscience de notre corps qu'on connaît la limite de là je sais que oui ça va être touchy mais je me mets pas en danger physiquement aussi. Ouais, et conscience et en même temps je pense des fois forme d'inconscience aussi. Oui. Après je parle vraiment plus moi dans la culture, je sais pas, je dis culture hip-hop, danse hip-hop, mais où on a quand même moins cette notion de connaître son corps. Alors, on la connaît d'une certaine manière, on la connaît dans le mouvement, on la connaît dans la gestuelle qu'on veut travailler, mais je pense que dans la connaissance des risques et de ce qu'on peut s'imposer parfois, et dans la rigueur aussi de ce qu'il faut avoir en tant que danseur, et parce qu'on a tendance à quand même l'oublier, mais ça reste quand même aussi un sport, et qui peut être de haut niveau parfois parce qu'on a un rythme assez intense. Je pense que là, on a aussi des méconnaissances où il y a des choses sur lesquelles on devrait faire plus attention. Et moi, par exemple, tout ce qui était échauffement, étirement, non, en fait. T'allais ouais. T'y allais. Je vais training, bah ok, je commence à danser direct. Il n'y a pas de... Et du coup, aujourd'hui, quand même, je me dis, peut-être qu'il aurait fallu que ce soit quelque chose que je mette en avant. Mais comme il n'y a pas de grosse formation, je sais pas, l'approche du hip-hop, elle est quand même assez différente. On est un peu à la route, on se lance et on y va, tu vois. Je viendrai après sur la formation intro. C'est ce que tu mets en place un peu dans cette formation ? T'en parles de l'échauffement ? Oui, ouais. Enfin, en tout cas, je parle surtout de ma vision et de mon approche à moi, donc qui est assez personnelle, mais ça fait partie je trouve, de mon expérience, et en tout cas, je parle des choses que j'estime importantes à transmettre, que moi j'ai pu négliger, ou sur lesquelles j'ai posé en tout cas un truc important, quoi. Yes, je reviens sur la maternité, c'était une petite parenthèse. Je me suis dit, je vais poser la question, on y reviendra après. Aujourd'hui, comment tu gères l'équilibre entre ta vie artistique et ta vie de maman ? Est-ce qu'il y a eu des ajustements à faire ? Je pense que... Ouais, complètement. Ouais. Mais en fait, je pense que je m'y étais complètement préparée aussi. Là où ma mère, elle me disait beaucoup, Laura, ta vie, elle va changer. Parce que moi, j'ai mon Anoa à 25 ans, donc bon, c'est pas si jeune que ça, mais... dans la société actuelle, ça fait un peu l'entre-deux, quoi. Ouais. Là où aujourd'hui, en général, les femmes, elles deviennent maman un petit peu plus tard. Ouais. Et elle me disait, est-ce que t'es sûre que ça va le faire ? Et moi, je dis, il n'y a pas le choix. Ça le fera, parce que je ne peux pas considérer que parce que j'ai un enfant, je dois arrêter de vivre, je dois arrêter ma passion et mon travail, au final, parce que je commençais à en vivre. Donc, je me suis tout de suite dit, il va falloir que j'organise tout ça pour que ça marche. Donc, il n'y a rien qui fera que ça ne marche pas. Et donc, du coup, un mois après avoir accouché, il était important pour moi, parce que ça faisait partie de cette organisation que j'avais un peu prévue dans ma tête, en mode, je vais reprendre vite, je vais retrouver mon corps, je vais me ressentir bien, et du coup, je vais aussi être bien pour mes enfants. Et ça a été... pour Anoa, ça a été assez facile et assez fluide. Même si premier enfant, c'est nouveau, tu découvres. Justement, j'ai découvert, j'ai appris à comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que j'arrive à jauger le temps avec mon enfant, je l'emmène avec moi parce que c'était important aussi pour moi d'allaiter, comment est-ce que je joue avec tout ça. Et de base, dans ma vie, je suis quand même quelqu'un de très organisé, donc du coup, je pense que ça a été dans la lignée, donc ça n'a pas été non plus très dur pour moi d'être dans cette vie organisée, parce qu'après, tu dois faire qui garde l'enfant pendant que je danse, voilà, tout ça. Là, je dois partir, est-ce qu'elle part avec moi ? Si elle part avec moi, est-ce que je peux partir toute seule ? Est-ce que je dois emmener quelqu'un ? Enfin, en fait, toutes ces questions-là, qui fait que... aujourd'hui, avec 2 enfants, la question se pose x2. Et en plus, papa aussi artiste, donc du coup, vit comme ça dans tous les sens aussi. Donc, en fait, tu dois y penser, tu dois être au taquet. Moi, souvent, 2 semaines avant, je dois tout anticiper, en fait. Ouais, et puis... dans un milieu où parfois la veille pour le lendemain. Voilà. Donc faut aussi accepter ce truc d'inconnu, mais du coup au plus tout est plus ou moins calé, au plus simple l'imprévu arrive, t'arrives aussi à le gérer. Mais voilà, c'est de l'orga. Ouais, c'est de l'orga et en même temps penser tout le temps, quoi. Penser tout le temps, en même temps accepter, comme on dit, de lâcher prise sur certaines choses parce qu'on n'a pas la main sur tout. Il y a pas eu de souci avec le fait que tu puisses amener tes enfants au travail pour allaiter ? Je pense que c'est ce qui a joué aussi sur le tournant que j'ai pris. Le fait d'être maman, je trouvais ça plus simple que de proposer mon propre travail, parce que du coup, c'est ma propre manière de faire et je suis pas dépendante de quelqu'un d'autre.
Du coup, au départ, sur certains tafs, je l'ai imposé. Quand c'était pas possible, je disais au revoir, merci. Et je faisais pas ou j'allais ailleurs, mais en tout cas, voilà, pour moi... La question se posait la pas. question se posait pas. Ouais. C'est soit, si tu veux travailler avec moi, t'acceptes que ce soit de cette manière-là, et si tu l'acceptes pas, c'est pas grave, tant pis, pas de souci. On se retrouvera peut-être plus tard, ou c'est que les valeurs, etc., on n'était pas fait pour travailler ensemble. Donc là-dessus... Voilà, ça se faisait assez naturellement et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup d'énergie à développer mon activité pour me dire que en fait, je n'impose rien à personne aussi et j'organise ma propre manière de faire qui me convient, quoi. Et puis je trouve que du coup d'avoir des modèles aussi comme ça donne de l'espoir pour les futures mamans, tu sais, qui se posent des questions, ou même les futurs papas qui se posent des questions sur comment gérer leur vie d'artiste et de parents, quoi. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces artistes qui peuvent se sentir apeurés ou perdus concernant leur métier et leur envie de maternité-paternité? Clairement, ça fait peur parce que c'est un pas vers l'inconnu. On ne sait absolument pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment les gens vont réagir, on ne sait rien. Mais en fait, si c'est quelque chose dont tu as besoin et qui fait partie de ta vie, il n'y a pas de raison que ça change aussi, en fait. Les enfants, ils s'adaptent. Oui. Ils grandissent et ils évoluent dans le milieu dans lequel tu veux les faire grandir. Donc cette peur de ouais mais mon enfant il va pleurer ou... en fait s'il est habitué jeune il va s'adapter et s'il pleure c'est pas grave, c'est un enfant en fait. Et je pense que c'est aussi une manière de rendre les choses qui sont naturelles encore plus naturelles là où on a essayé de cacher, etc. Enfin moi je suis en mode c'est comme ça et puis ça peut marcher aussi de cette manière-là. Et c'est juste que ça sera pas facile. Il va y avoir des moments durs, c'est stressant, oui, mais en fait, si tu veux le faire, tu peux le faire. Et il y a vraiment ce truc de, si tu as la volonté de le faire et de construire et d'adapter tout autour pour que ça marche, ça peut marcher. Si tu t'entoures des gens qui sont aussi dans ta vision, en fait, c'est ça aussi, c'est du coup de choisir le secteur dans lequel tu veux évoluer et comment tu veux évoluer, et c'est cette énergie-là que tu vas mettre dedans, ça va se faire naturellement en fait. Enfin moi c'est ma manière de voir les choses, question d'énergie, etc. Tout arrive comme il faut si vraiment tu fais en sorte que en fait. Mais si tu pars défaitiste, ça va pas marcher, c'est sûr que il va y avoir des blocages. Mais même dans la danse, tu vois, quand t'arrives à un casting et que tu dis ça va être encore les mêmes qui vont être pris, ça va pas marcher, déjà tu sais que ça marchera pas, donc tu mettras pas la même énergie dans ce que tu voudras montrer ou mettre dans ton art. Ouais. Mais c'est dur, mais moi je suis toujours la partisane de tout mon entourage, que ce soit, parce que souvent dans la compagnie on en parle, même avec la créatrice lumière, elle dit oui mais tu vois nous en technique c'est pas pareil. Je dis mais alors tu viens quand même avec ton enfant, tu crées pendant que toi t'as besoin de faire les lumières, il est là, il va jouer en fait moi je suis vraiment en mode allez-y, parce que il y a ce truc où oui c'est dur, c'est très dur, je le dis, mais en même temps c'est magique de faire ce que t'aimes et que ton enfant il puisse te voir aussi dans ton élément et qu'il soit inspiré de ça en fait, et vraiment ça les éveille de ouf. Et puis je pense que l'image que ça rend, c'est ma mère elle voulait faire ça, ou mon père, et il l'a fait et moi je le vois grandir dans ça, et en fait c'est beau parce que ça montre que tu peux t'établir en tant que personne si t'en as besoin et si t'en as envie, et voilà, je trouve aussi que c'est un bel exemple pour l'enfant, quoi. Et comme tu dis, ça éveille et puis ça libère aussi beaucoup de créativité. Moi le nombre de fois où je vois des chorégraphes ramener leur enfant, la semaine d'après tu peux être sûr que le gamin il connaît la choré. Moi ça m'épate, je me dis mais c'est fou, il a 20 ans de moins que moi et il prend ma place. Ouais, c'est souvent aussi pour ça que quand t'es famille d'artistes, les enfants ils sont un peu dans la même direction, parce que je pense que c'est dans les gènes, c'est dans ce que tu montres, c'est dans ce qu'ils voient, ils grandissent. Je trouve ça génial. Ouais. C'est trop important en fait, je trouve, de les amener quand on peut sur le travail pour... Mais c'est sûr que c'est double job. Du coup, tu fais ton taf de danseur, tu dois être au taquet, aussi professionnel, aussi réactif, et en même temps tu dois toujours avoir un œil sur ton enfant, qu'il fasse pas de bêtises, continuer de l'éduquer comme tu veux, enfin voilà, après du coup tu te splits en deux, donc c'est moralement et physiquement fatigant, parce que c'est double tâche, quoi. Mais je pense qu'aussi quand tu vas dans un travail où t'as un bon entourage, t'as des artistes qui ont les valeurs qui sont alignées avec les tiennes, je pense que tu sais aussi qu'inconsciemment t'as des
des personnes autour de toi qui vont t'aider. Ouais, les enfants, ils ont plein de tontons et de tatas. Ouais. Tout le milieu de la danse. C'est ça. J'adore. C'est ça qui est beau, ça fait une grande famille. C'est ça, complètement. Et puis, voilà, après, on s'entraide. Puis, il faut pas avoir peur de ça aussi, de se dire qu'on est une grande famille et que là où toi, à un moment donné, tu dois prendre une position où tu vas leader le groupe, ton enfant, il va peut-être être plus avec une danseuse en fait c'est la vie de la communauté et puis moi c'est aussi comme ça que j'ai toujours perçu les choses quoi. Yes. Est-ce que tes enfants ils t'inspirent dans ton processus créatif? Ouais, complètement. Ils m'ont ouvert beaucoup de portes dans l'imagination et puis même dans la prise de conscience de ce que je voulais faire. Et puis de retrouver aussi ce truc de liberté, d'insouciance, de pas se poser des questions sur le regard des gens, de juste faire ce qu'on a besoin de faire quand ça vient en fait. Complètement. Et ça, c'est vraiment riche et c'est ce qui me nourrit aussi tous les jours à travers leur regard en fait. Et si un jour tes enfants ils voulaient danser, en faire leur métier, quel genre de relation t'aimerais qu'ils aient avec cet art? Franchement, là-dessus, je veux qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent. J'ai pas envie de leur imposer quoi que ce soit. S'ils veulent danser, qu'ils fassent la danse qu'ils veulent, comme ils veulent. J'ai pas envie de leur dire faut que ce soit comme ça. J'ai pas envie qu'ils se sentent bloqués aussi du fait que papa, maman, ils sont danseurs et donc il faut... j'ai vraiment envie de être un accompagnement pour eux, un soutien, leur dire let's go si t'as besoin, moi je suis là. Mais en même temps, de les laisser faire leur expérience et... juste être un bon appui, quoi. Yes. Let's go. Ils veulent danser ou pas, d'ailleurs, même s'ils veulent faire autre chose. Vraiment... écoute, j'espère qu'ils écouteront l'interview. Comme ça, ils sauront. Comment... on parle beaucoup aussi, tu vois, de santé mentale dans le milieu de la danse. Et toi-même, tu dis que quand tu arrives sur un job et que tu as ton enfant ou tes enfants à gérer, tu as une charge physique, mentale, créative. Comment toi tu gères ta santé mentale, du coup, pour en prendre soin? Et c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ouais. Écoute, comment je le gère? J'essaie de me poser toujours des bonnes questions sur qu'est-ce que j'ai besoin, notamment quand je sens que ça commence à être beaucoup dans le corps. Et y a une année où vraiment, quand j'ai du coup Kémy qui est arrivée, donc premier enfant de 2 ans et demi, un nourrisson, la danse à gérer, parce qu'en plus à ce moment-là, la compagnie Mazel Frutten, elle commençait à bien prendre en essor. Donc aussi, gérer la montée de la compagnie, etc. J'ai eu une grosse période où, en vrai, pendant les 7 premiers mois, j'ai fait une petite dépression, bonne dépression. Et c'est vraiment ce moment-là qui m'a fait tilt, où je me suis dit, Laura, il faut vraiment que tu arrives à prendre aussi soin de toi. Où c'est bien de vouloir tout gérer, aussi d'avoir l'impression qu'il faut que tu sois au taquet pour la danse, parce que tu veux pas que ça s'arrête, parce que c'est ton taf, parce que tu as des responsabilités. Donc tout ça qui se mélange. Et à contrario, en fait... si je continue de pousser, je m'effondre et donc il y a tout qui tombe et donc c'est encore pire. Donc c'était réussir à trouver cette balance entre là j'ai besoin de danser, de construire, mais en même temps des fois j'ai besoin d'être complètement off et de me couper de ça et de rien faire. Et aussi d'avoir du temps de qualité avec mes enfants hors danse, travail, même si c'est cool, c'est la passion, des fois on n'a pas l'impression de travailler, mais d'avoir cette bonne balance là et du coup aussi de recentrer sur mon entourage. Qu'est-ce que je considère les personnes que je considère saines et les personnes que je considère pas saines. Là où avant, je me posais pas trop ces questions-là aussi. Donc j'ai pris beaucoup de recul sur mes valeurs, qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce que je cautionnais pas, etc. Et du coup, encore aujourd'hui, je continue à faire un peu ce nettoyage-là, qui je pense est hyper important pour tenir le coup, quoi, parce que c'est pas facile, hein, que ce soit dans le milieu de la danse ou même une société globalement, y a beaucoup de choses pas faciles, dures, beaucoup de pression, et notamment aussi quand t'es parent, en tout cas moi personnellement aussi, je mets beaucoup de stress par rapport à mes enfants, en tant que femme, j'ai une fille, toutes ces questions-là qui se mélangent et qui parfois peuvent être très anxiogènes. Mais qui me disent je dois aussi les aborder, je dois en parler, me renseigner par rapport à ça aussi pour savoir comment les gérer, comment les transmettre,
tout ça quoi. Et toujours avec bienveillance et écoute avec Voilà, douceur, ouais. patience, tous ces petits mots en anse, danse. Ça peut aller loin. Ouais, c'est intense. Ouais. Grave. Ouais. Mais c'est un sujet qui est hyper important et que moi aujourd'hui je positionne aussi fort que la transmission de la danse, la transmission aussi de valeurs. C'est quelque chose que tu arrives à repérer du coup quand tu bosses par exemple en compagnie, quand t'es chorégraphe, t'as cette position un peu où t'es entre guillemets au-dessus hiérarchiquement parlant. Est-ce que c'est des choses que tu arrives à percevoir chez des danseurs des fois où tu te dis va prendre une pause parce que je sens que c'est le brouillard dans ta tête et que ça va pas, prends soin de toi. C'est des choses que tu perçois ou pas, vu que toi tu l'as vécu? Oui, je l'ai vécu, et puis aussi il y a un truc où franchement, en tout cas nous, dans la manière aussi dont on travaille avec Brandon, on est hyper ouvert sur la communication et le dialogue. On est c'est hyper important pour nous. Donc quand on travaille, on communique beaucoup avec les danseurs et on a ce lien aussi très transparent. Et donc quand on sent que c'est trop... on dit ok, là on break, que ce soit pour nous ou aussi bien pour les danseurs, et donc du coup ça crée un espace où assez naturellement aussi les danseurs ils se sentent libres de venir nous parler, et donc de rentrer dans l'échange, et donc d'ouvrir une discussion, de se conseiller, et ça c'est ultra important, et c'est ce qu'on essaye en tout cas d'instaurer dans la manière dont on travaille, avec qui on travaille quoi. Ouais, et puis c'est important tu vois de concilier l'exigence, tu vois, du travail, oui, on est là pour bosser, effectivement, et aussi de respecter le corps de chacun, la santé de chacun, et les parcours individuels de chacun aussi, parce que même si on arrive au travail, on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Complètement. Et puis au final, c'est aussi important de valoriser le bien-être des danseurs et aussi le nôtre, pour que tout soit encore plus efficace, entre guillemets, quoi. Donc nous, on est vraiment plus en mode, peut-être que c'est plus court la manière dont on va travailler, mais ça va être plus intense. Mais en fait, on va jamais pousser... on va pousser au-delà des limites, parce qu'il y a ce truc aussi où il faut quand même réussir à se dépasser, mais ça va jamais être... pour rabaisser ou pour que ça vienne quelque chose de dangereux, entre guillemets, quoi. J'arrive sur le côté pédagogique, du coup, on a fait un petit pont tout à l'heure avec intro. C'est le moment où je reviens dessus. Du coup, tu accompagnes des danseurs-danseuses avec ta formation intro. Pourquoi intro? Qu'est-ce que tu cherches à leur transmettre au-delà de la technique? Intro, introduction, début, c'est ça, introduction, exactement. Intro, je l'ai créé en 2020. Du coup, c'était... Le Covid. Le coco. Il y a beaucoup de choses qui se sont créées en 2020 chez les artistes. Complètement. Et puis, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir eu Anoa, donc ma première fille, qui m'a fait poser des questions sur la notion de transmission, et qui m'a créé un peu ce besoin-là de me dire ok, j'ai envie de transmettre. Je trouve que c'est important. Pourquoi je danse? Moi, j'ai eu la chance d'être ultra accompagnée, où on m'a donné tellement de choses comme ça, parce qu'on me permettait d'aller dans les cours gratuitement, etc. J'ai eu accès à l'information très jeune, très longtemps, et du coup ça a été une richesse énorme pour moi. Et du coup là où aujourd'hui je commence à grandir, je sais que j'ai quand même un background, j'ai toutes ces informations qu'on m'a données, je me dis j'ai envie de les redonner aussi, parce que moi ça m'a fait tellement de bien que si je peux redonner ça à d'autres et que ça peut profiter, il faut. Donc c'est vraiment là où je me suis dit c'est parti. Et puis à l'époque je travaillais étroitement avec Nike, et du coup ils m'ont aussi donné l'opportunité, où ils m'ont dit nous on veut t'accompagner dans un projet qui fait sens, qui te tient à cœur. Et du coup j'ai ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion de faire intro. C'était vraiment le truc. Et intro, du coup c'est introduction à l'idée, c'était c'est vraiment exclusivement pour les femmes. Donc pour les danseuses à la base. Pourquoi? Parce que dans ma question de maternité, de femme, que je me suis pas trop posé la question quand j'étais jeune, etc. Il y a toutes ces questions qui ont émergé aussi, et donc de me dire c'est vrai que dans le hip-hop il y a moins de femmes que d'hommes,
qui sont souvent représentées, en tout cas en termes de représentation, même si quand on va dans les cours de danse, il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais par contre quand on est dans le milieu plus compétition, etc., bah, c'est un peu l'inverse. Et donc tous ces questionnements, je me suis dit j'ai envie de valoriser ça et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui crée cette différence-là et de me dire pourquoi il y en a une et comment est-ce que on peut faire changer les choses. Là où moi, bah, pendant tout mon parcours, je me suis jamais posé la question de est-ce que je suis légitime en tant que femme d'être dans la culture, de faire des battles, enfin voilà, tout ça. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait pour les femmes, créer pour avoir un espace où entre nous on va se motiver, on va se comprendre, on a cette même sensibilité, cette même approche commune et comment est-ce qu'on l'utilise pour créer une force et ne pas se limiter ou se dire que c'est pas notre environnement ou on n'a pas la force enfin un peu tout ça. Et donc c'est ce mélange d'avoir besoin de me questionner par rapport à ça, d'avoir envie de retransmettre tout ce que j'ai eu et aussi quand je me positionnais par rapport à ce qui existait déjà dans la danse. Oui, on donne beaucoup en termes de technique, de danse, d'approche du mouvement. Mais je trouvais que quand je parlais à des jeunes danseurs qui voulaient commencer à se lancer, ils savaient pas trop comment faire aussi. Qu'est-ce que c'est l'intermittence, est-ce qu'il faut être auto-entrepreneur, est-ce qu'il faut avoir le statut, c'est quoi une asso, à quoi elle te sert, si tu veux être chorégraphe, comment tu fais. Et en fait, toutes ces informations un peu de base qui sont au final importantes quand t'es artiste et du coup tu t'auto-produis, c'est important de connaître tout ça et au final, il y a une grosse méconnaissance par rapport à ça. Ouais. Et donc, je me dis, ok, je vais faire l'intro, on va danser, on va évoluer dans la danse, on va travailler notre technique, on va travailler notre identité, mais aussi on va aussi comprendre comment est-ce qu'on peut créer nos propres opportunités, enfin tout ça. Et donc du coup, c'est donner un peu toutes ces clés, dire c'est quoi ton objectif, si tu veux le faire, t'as ça pour le faire. Donc aussi bien danse, technique et aussi plus administratif, paperasse, comment aborder les choses. Tout ce qu'on adore. Ouais. France. Paperasse / France. Je trouve qu'on n'est pas les plus à plaindre au niveau administratif. Non, mais en même temps, il y a beaucoup de papiers, de démarches où quand même dans certains pays, c'est pas aussi compliqué si tu veux entreprendre. Ouais. Mais c'est bien, c'est important, je trouve, de parler de cette notion d'entrepreneuriat, surtout... et de l'associer à la danse, parce que je trouve qu'on nous associe quand même beaucoup à... Je mets des guillemets, mais le côté troubadour, tu vois, chômeur, enfin tu vois, pas du tout. Si tu restes sur ton canapé, malheureusement, il va rien se passer. Qui va venir, voilà, exactement. C'est comme un entrepreneur. Pour moi, les artistes, on est des entrepreneurs, parce que on va chercher... je pense que quand t'es intermittent du spectacle, tu vas chercher tes employeurs, mais quand tu deviens finalement... fondateur d'une association ou d'une compagnie, tu deviens, c'est toi qui vas chercher des clients, du coup c'est la même chose. Ouais. Moi j'ai toujours eu cette vision-là en tout cas quand t'es artiste, tu peux pas attendre après quelque chose, tu dois aller le chercher. Complètement. Et donc pour ça il faut savoir comment le faire aussi et donc voilà pourquoi intro. Pour tout ça. Pour tout ça. Yes. C'est chouette. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu t'observes une évolution dans la manière dont les jeunes perçoivent leur propre place dans la danse, tu vois. Du coup, surtout chez les femmes, comme tu t'adresses aux femmes. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités. Donc, c'est trop bien parce qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Et aujourd'hui, là où avant... cette idée d'être danseur professionnel, elle n'existait pas, ou très 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 peu dans la tête des jeunes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un espoir qui est possible, et du coup ça, je trouve que c'est trop bien, parce que moi, en tout cas, je l'avais fait aussi pour ça, de se dire... en fait, si tu veux être danseur pro, tu peux. C'est pas non plus quelque chose qui est insaisissable. Et comme ça s'est ouvert... La danse, c'est devenu aussi quelque chose on en voit partout maintenant, dans tous les milieux. C'est cool parce que du coup, ça la rend 1000 fois plus accessible. Mais en même temps, à contrario, des fois, je trouve que ça la rend un peu trop accessible. Et du coup, on a aussi tendance à oublier que c'est une grosse affaire de travail quand même, que d'être danseur professionnel et d'en vivre. Et du coup, je trouve que des fois, les jeunes danseurs, ils négligent un peu cet aspect-là, où ils trouvent que oui, tu peux y aller vite,
mais parfois du coup ça crée quand même certaines lacunes. Et du coup c'est le petit bémol. Le petit bémol, ou en tout cas le petit point d'exclamation que je pose en mode attention quand même. Parce que du coup dans la tête, on a l'impression que c'est facile. C'est ce que et donc quand ils commencent, ils se disent je vais y arriver, et au bout d'1 an, 2 ans, ils se disent mais je comprends pas, je progresse plus, mais pourquoi je travaille pas? Mais en fait en 1 ou 2 ans, dans aucun travail en 1 ou 2 ans t'accèdes au summum. En fait, c'est aussi la danse, c'est des années d'expérience, c'est des années de maturité, c'est des années de recherche. Et en fait, du coup, ils se disent très vite que c'est pas possible, ou que c'est trop dur, mais trop vite en fait. Puis des fois, t'as le réseau aussi qui joue beaucoup, c'est que tu peux être hyper talentueux et puis arriver à des auditions et en fait, t'es toujours à ça d'eux, mais parce que on te connaît pas et que... Ouais, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et choses. Encore une fois, dans ça, il y a des gens, ça va faire que 1 ou 2 ans qui dansent et ils vont réussir à travailler direct. Enfin voilà, et ça fait aussi partie du game. T'es artiste, on n'a pas tous les mêmes capacités, on ne sait pas tous l'utiliser de la même manière. Et tu peux être le meilleur danseur du monde, mais si tu sais pas t'organiser, si tu sais pas te vendre, malheureusement ça peut te freiner aussi. Enfin en fait, il y a tout ça qui rentre en compte et qui est très accessible et en même temps qui peut être hyper compliqué à accéder. Et du coup, ça crée plein de torsions et donc... ça crée aussi beaucoup de frustration et il y a beaucoup de jeunes qui sont très jeunes et qui sont déjà très frustrés et je me dis c'est dur quand même. Et puis encore une fois, si tu trouves pas d'opportunité ou du moins tu n'accèdes pas à du travail, rien ne t'empêche d'aller créer tes propres opportunités. Mais c'est sûr qu'après il faut redoubler d'efforts, tu vois. C'est la liberté, elle a un prix et puis tout le monde n'a pas ça en soi aussi, donc du coup d'essayer de le faire émerger, de prendre conscience qu'il faut aussi le faire sortir. Enfin c'est beaucoup de questionnements de soi où c'est pas en fait la danse, c'est pas que de la danse au final. En tout cas moi complètement. Pour si moi, tu veux en faire ton métier, si tu veux sûr. en vivre et le poser au centre de ta vie, quoi. Mais pour moi, la danse, c'est un prétexte finalement pour aborder aussi beaucoup de sujets sociétaux et donc rentrer en introspection avec toi-même, être ton propre psy, essayer c'est bien de se faire accompagner aussi. Mais ce que j'entends par là, c'est que du coup, tu t'essayes de devenir la meilleure version de toi-même pour évoluer dans ton milieu professionnel et artistique, quoi. Complètement. Et du coup, en tout cas, avec les filles d'intro, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup. On parle beaucoup aussi de ça et de la réalité des choses. Enfin, voilà. Et après, globalement, je sais pas si... je pense que toute chose fait évoluer et tout, mais j'ose espérer que, en tout cas, ça crée de l'espace et une accessibilité et une force pour y arriver. Yes. Et justement, est-ce que tu considères la danse comme outil politique ou social? Et comment tu abordes ces thématiques dans ton travail? Oui, forcément, ça fait partie du parcours. Surtout, en tout cas, plus maintenant que j'ai créé ma compagnie. Et que je suis plus du coup dans tout ce qui est milieu institutionnel, etc., donc qui est directement lié à la politique. Avec les subventions, tout ça. Voilà. Donc disons que c'est un volet que je commence à découvrir et à comprendre que c'est quand même important ce qui se passe en politique, parce que c'est étroitement lié à ce qui va se passer dans le milieu artistique. Donc il y a ça. Après, moi, je suis pas full intéressée politique, etc. J'ai du mal à y trouver un gros intérêt et tout, mais en tout cas, avoir un peu une conscience de ce qui se passe et tout, c'est quand même important, parce que ça aide à jauger, à comprendre des fois pourquoi il y a des choses qui marchent pas, etc. Et du coup, là, en côtoyant un peu les institutions, en faisant les demandes de subventions, comprendre, etc., qu'est-ce qu'il faut prouver, pourquoi, etc., c'est quand même important, parce que t'es un peu, en tout cas quand tu décides d'être dans le milieu public, t'es tributaire de ces institutions-là. Donc tout ce qui se passe actuellement avec les coupes budgétaires et tout, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ça fait un petit peu peur. Mais en même temps, dans ma vision à moi, il faut jamais se laisser écraser ou par des trucs comme ça, où je me dis il y a toujours moyen de rebondir. Donc oui, et puis finalement après peut-être en t'associant avec des marques, en trouvant des sponsors. C'est ça, en allant un peu plus du côté privé, du coup il y a toujours
de quoi faire. Mais après, nous, directement, avec la compagnie, on essaye en tout cas de... Comme on peut parfois sur certains aspects, sur certaines visions, sur certains discours que les politiques ils vont poser sur la danse hip-hop ou la danse électro, sur certains, je sais pas si je peux dire mœurs, mais en tout cas trucs qui ont un peu la vie dure, tels que le mot urbain, etc. On essaye à notre échelle d'essayer de faire changer un peu les visions, d'expliquer qu'il y a des choses qui ne se disent pas, qu'il y a un peu des stéréotypes qui posent sur la danse hip-hop qui n'existent pas. Enfin, en tout cas, voilà, on essaye d'essayer de faire un peu changer les visions et de faire évoluer un milieu qui est quand même assez... mais assez vieux. Je veux dire, un peu les représentants, c'est des personnes qui parfois ne sont pas tous au courant de ce qui se passe vraiment réellement aujourd'hui avec la nouvelle génération, etc. Et du coup, on essaye, quand c'est possible, de certaines manières, d'essayer d'insuffler ces visions-là. C'est important pour faire évoluer aussi tous les domaines, que ce soit politique, culturel complètement. Et social. Et quelle place toi, tu laisses à ton vécu dans tes créations? Est-ce que tu cherches à raconter ton propre rapport au monde? Qu'est-ce que vous abordez en fait avec la compagnie dans vos créations? En vrai, dans nos créations, avec Brandon, on part vraiment du moment. Lui, dans la culture électro, dans la culture hip-hop, il y a vraiment cette spontanéité et l'improvisation, le mouvement pur. Donc on part toujours du mouvement parce que de toute manière, il va retranscrire ce qu'on va vivre à l'instant T où on va le dire. Donc par exemple, comme on a commencé avec nos duos, au final on avait juste besoin de créer. On n'avait pas de thème, on n'avait pas de message ou de trucs qu'on voulait porter. On avait juste besoin de se retrouver artistiquement et un peu notre identité. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à créer. Et finalement, quand on a commencé à diffuser notre pièce et qu'on avait les retours des gens, ils nous disaient « Ah, mais c'est fort ce qui vous lie, on sent, vous parlez d'amour, de machin. » Et nous, on était en mode « Non !» Enfin, à aucun moment, en fait, on a voulu... au contraire, genre, si on peut être plus discret et, par rapport à ça, parce que du coup, on était ensemble, mais c'est pas quelque chose qu'on voulait revendiquer. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui émanait... parce que c'était là, parce que c'était tangible et parce que ça faisait partie de notre relation, de la manière dont on travaillait. Et donc on a compris que finalement, quand on crée, ça représente ce qui se passe dans nos vies. Et donc au final, nos duos représentent aussi... au final, notre premier duo, c'est vraiment notre rencontre, l'énergie qui était présente, ce feu du début. Le deuxième duo, c'est un peu genre, ok, ça fait un petit moment on est ensemble, puis là, j'étais tombée enceinte, donc ça a été... Une autre énergie où du coup on sent que là on a besoin de se différencier, de comment est-ce qu'on se retrouve individuellement dans un couple, et donc il y a ça qui ressort. Rêve lucide, c'est Brandon qui a ce besoin lui de parler, de revendiquer, de rendre hommage à la culture électro, de par tout ce qu'elle a subi. Oui, subi aussi avec tout ce truc tectonique, etc. Voilà. Ouais. Et donc d'avoir cette envie de porter la danse électro, porter haut et fort les couleurs et de dire non, en fait, c'est ça la danse électro, et de la porter au devant de la scène. Donc là, c'est quand même un message très personnel. Et moi, je l'ai accompagné dans ça. Et Memento, c'est plus moi, du coup, parce que pendant 1 an et demi, j'ai pas trop dansé, parce que comme c'était la première fois qu'on était avec d'autres interprètes au plateau, c'était une nouvelle approche, créer 45 minutes, 1 heure, alors que d'habitude on est sur des petits formats, donc c'était très nouveau. Et je me suis dit, écoute, Brandon, toi danse, parce que forcément t'es dans ton élément. Et moi je vais peut-être plus être œil extérieur, pour un peu chapeauter tout ça. Donc j'ai moins dansé, et du coup Memento, c'est ce besoin de retrouver la scène, et aussi parce que c'est Rêve lucide qui nous a un peu permis d'accéder à un plus haut niveau de reconnaissance, etc.
Mais donc du coup ça nous a beaucoup connoté en tant que compagnie électro, or que c'est pas que ça. Ouais. Et donc du coup c'est comment est-ce qu'on montre notre vraie identité qui est pas que électro mais qui est vraiment ce mélange de l'essence électro et de la culture hip-hop. Et donc Memento c'est ça, c'est ce besoin de redire nous, nos valeurs, notre esthétique, c'est ça qu'on visualise. Et si un jour on se dit Mazel Freuten ça représente quoi, tu regardes Memento et t'arrives à comprendre globalement ce que ça représente. Donc, Memento, c'est pour vous la création qui incarne pleinement ce que vous voulez transmettre avec la compagnie. Exactement. Okay. Ouais, c'est vraiment le mélange des esthétiques, la continuité de notre travail de recherche chorégraphique et vraiment d'identité visuelle, on va dire. Et en même temps, toutes les valeurs qu'on porte, donc cet aspect communautaire, cet aspect... positif, partage, joie et du coup nous la création on la visualise vraiment dans une direction de faire du bien aux gens plutôt que de partir sur des propos ou des thèmes lourds. Là où je pense peut-être qu'on pourrait le faire, mais en tout cas on a toujours dans l'optique de le rendre Positif, ouais. Et de vraiment essayer de partager vraiment des bonnes ondes. Et c'est ce qui nous vraiment stimule et ce qui nous fait du bien, c'est quand à la fin des spectacles, les gens ils viennent et qu'ils disent « Oh, c'était un souffle d'air frais, genre, ça nous a fait... soit retourner dans... souvent les personnes un peu plus âgées, retourner dans les années où je dansais, où j'étais... pur et tout, enfin en tout cas cet élan-là de bonheur et de joie, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est important, je trouve, de donner cet espace d'air frais. Ouais, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont quand même dures dans l'actualité globalement à tenir. En fait, nous on danse pour vraiment faire du bien, même si c'est important par la danse aussi de passer des messages, de parler de tout, etc. Nous c'est toujours important de le faire en tout cas et d'avoir l'impression que ça élève et pas que ça crée une fatalité ou un truc triste ou pesant en tout cas. Il y a un événement qui vous a aussi élevé et qui a permis de vous faire connaître aux yeux du monde entier. J'ai nommé les Jeux Olympiques. Avec la compagnie, du coup, vous avez participé aux JO donc, pour ceux qui ont vu l'ouverture des JO, je pense que ceux qui nous écoutent ont certainement vu l'ouverture des JO, cet événement mondial. C'était sur un bateau, sur la Seine, avec un sol qui était en quoi d'ailleurs ? C'était pas des LED, mais c'est un genre de LED lumière. Je sais pas si c'était des LED, mais des petits écrans avec plein de. Je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, c'était là, voilà. Sur cette partie des JO. Donc, je vous invite à revoir il y avait quoi, 50 danseurs ? Ouais, 50 danseurs. 50 danseurs en folie, en danse électro sur cette ouverture. C'était incroyable. Moi, j'avais envie de danser avec vous. On sentait vraiment l'énergie. Et puis, avec la pluie, avec tout ce que ça a apporté aussi, t'as encore plus envie de défendre, je pense, le projet. De te dire, non, on est là, c'est une fois dans notre vie, faut pas lâcher, faut y aller, quoi. Comment, en fait, ce projet, il est né, comment vous avez été contactés, comment ça s'est fait c'est assez dingue tout ce qui s'est passé. D'où c'est parti. Du coup, avec la compagnie, on a créé Rêve Lucide. La première représentation, elle est avec La Villette via le Golden Stage. Donc c'est vraiment eux qui nous appellent et qui disent parce que Brandon il avait postulé pour Danse élargie à l'époque avec une petite vidéo de 3 minutes en danse électro qui a un petit peu éveillé la curiosité du milieu. Et donc La Villette nous dit on aimerait bien que vous fassiez une pièce plus longue, voilà. Donc on se dit ok, let's go, trop bien, c'est ce qu'on voulait, c'est parti, on a un petit court temps mais on se lance. Et donc ça tourne, ça prend, on est trop heureux. Ça c'est en quelle année ? C'est que je dise pas de bêtises, 2022. Ok. Ouais. Et donc du coup on a l'occasion de jouer en France et donc on joue à Orléans, donc au CCN d'Orléans, et à l'époque c'était Maud Le Pladec qui était directrice du CCN et donc je fais le lien avec les JO parce que Thomas Joly
quand il monte son équipe artistique, il demande à Maud Le Pladec de gérer un peu tout ce qui est danse, parce que du coup, danseuse chorégraphe, et lui, il connaît pas, enfin, il connaît un peu, mais voilà, il veut vraiment un peu se délester de ça, donc c'est Maud qui gère. Et donc ils chapeautent le truc ensemble, et en fait, les JO à Paris, Maud, elle nous connaît, elle nous a vus, et elle sait que la danse électro est une danse qui est née en France. Ouais. Donc qui représente le patrimoine français, et elle se dit en fait il peut pas y avoir cette ouverture des Jeux Olympiques sans qu'il y ait la danse électro, et donc elle nous contacte et elle dit voilà, j'ai un projet à vous proposer, parce que c'était interdit, elle ne pouvait pas nous dire qu'est-ce que c'était, il fallait pas communiquer dessus, mais elle a bien appuyé sur le j'ai un projet. Un gros projet pour l'été 2024. Clin d'œil. Est-ce que vous pourriez être tenté? Et nous on est en mode Vous comprenez ou pas ce qu'elle dit à ce moment-là? On comprend, parce qu'en même temps il n'y a pas énormément de choses entre guillemets d'une grosse ampleur qui se passe en été 2024, mais on se dit on comprend pas encore vraiment quelle importance entre guillemets on va avoir dans cet événement-là. Et du coup ça c'est 1 an et demi avant donc les Jeux Olympiques, et donc il y a c'est posé comme ça, est-ce que ça vous intéresserait? Ouais, ok, je reviendrai vers vous. Plus de nouvelles, donc on se dit peut-être que c'est passé et tout, et puis quelques mois, au fur et à 3-4 mois après, elle revient, elle dit ça se dessine un peu plus, on va se rencontrer, donc on commence à rentrer toute l'équipe, et puis les propos commencent à sortir, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'il va devoir faire, et donc tout ça s'écrit sur 1 an. Et au départ, ça part de 300 danseurs sur un pont, mais on se rend compte que si on met 300 danseurs sur un pont, le pont il risque de s'écrouler. Enfin, en fait, plein de trucs comme ça, assez fous. On se dit, waouh! Et puis avec Brandon, on se regarde et on se dit, mais attends, c'est quand même dingue ce qui est en train de se passer. Nous, petite compagnie créée en 2017, on va se retrouver à chorégraphier une partie des Jeux Olympiques avec 300. Enfin, nous, on est en mode waouh, mais en même temps, on réalise pas. Et en même temps, c'est incroyable. On se dit, quoi qu'il arrive, faut relever le défi et il faut le faire bien. Et petit à petit, on termine sur finalement, ça va être 50 danseurs, ce qui est déjà pas mal. Pas mal. Sachant que nous, on n'a jamais travaillé avec plus que 10. Donc, et tout se dessine petit à petit, donc ça a été un peu le challenge, parce que les informations, elles arrivaient vraiment au compte-gouttes, et jusqu'à 1 semaine avant l'ouverture, il y a plein d'éléments qu'on a découverts qui ont changé. Donc c'était ce truc d'adaptation où en fait, fallait être hyper réactif, qui a été stressant et en même temps hyper stimulant. Et en fait, juste nous, on l'a vraiment abordé en mode, mais c'est l'opportunité d'une vie, et c'est incroyable ce qui se passe, même juste de nous donner la chance de pouvoir mettre 3 minutes de notre matière dans cette cérémonie d'ouverture. On est ultra reconnaissant, et du coup en fait on le prend avec le cœur ouvert comme ça, mais sans avoir trop de pression, parce que c'est tellement fort et comme opportunité que... Et tellement loin de ce que vous pouviez imaginer avec la que genre en fait on est en mode là faut le faire, et on est que en mode ça va le faire, et du coup on monte l'équipe, on prend les danseurs avec qui on a l'habitude de travailler, et en même temps d'autres avec qui on aimerait travailler, et en fait il y a cette énergie où on est tous en mode, aussi dans la culture électro, avec tout le bad buzz qu'il y a eu, la tectonique, comment ça a un peu écrasé la danse électro, il y a aussi ce message fort de se dire en fait c'est maintenant, où genre on montre, donc il y avait un sens et un message très fort pour la culture électro, que tous les danseurs avaient en eux aussi et qui devaient porter, et donc c'est ça aussi qui a fait qu'on était un vrai groupe bien soudé, avec un message fort. Et en fait toutes les répètes, elles étaient hyper intenses, parce qu'on était vraiment en mode là on doit montrer, là c'est devant le monde entier, et donc ce message il nous a tous portés, et du coup ça a glissé, et c'était vraiment que du kiff. Et souvent les gens ils nous disaient, mais vous étiez pas trop stressés? Mais non, en fait on était
comme si c'était un peu à notre place et que ça devrait vraiment se passer comme ça. Et en fait, le message était trop important pour qu'on puisse... Ah, mais ça se voyait que vous étiez soudés. Et alors, du coup, on arrive là-bas, la pluie et tout. Enfin, ça fait genre apothéose, quoi. Tu dis, mais non. Ouais, à la fin, on a tous explosé en pleurs. Enfin, en fait, en plus, tu vois, genre dans les danseurs, il y avait Miax, qui a eu un parcours aussi hyper atypique, qui est russe, qui a quitté la Russie, nous, on a galéré à le faire venir pendant 1 an. Enfin, en fait, il y avait tellement plein de messages aussi politiques et tout qui se mélangeaient que c'était vraiment l'aboutissement et pour... tout le monde, une réussite énorme pour la culture électro. Ouais. Je pense aussi une fierté personnelle pour chacun que de pouvoir danser pour la cérémonie d'ouverture. Et pour Brandon et moi, de se dire qu'on a réussi à le faire. Ouais. Déjà. Et puis de toute cette expérience qu'on a vécue et qui est au final encore plus forte que juste le moment où on danse sur le bateau et le résultat qui est de performer aux Jeux Olympiques, mais tout ce que ça a apporté en termes de richesse relationnelle, c'était dingue. Et je pense que même encore là, que c'est passé, ça va faire 1 an bientôt, il y a encore plein de choses qui sont encore en train de se dessiner à l'intérieur, c'était fou. Et puis d'avoir eu cette chance-là, on remercie aussi Maud et Thomas de nous avoir fait confiance, en fait. Ça vous a apporté... Ça vous a apporté des choses après cette performance. Quels échos vous avez reçus? Comment le public ou les institutions ils ont accueilli aussi cette proposition chorégraphique? Globalement, on a eu vraiment que beaucoup de très bons retours sur cette petite partie-là. Ouais. Et du coup, disons que ça a permis d'asseoir un peu la légitimité de la compagnie. Comme on est jeune, etc., de un peu valider... J'aime pas ce mot-là, mais... valider, de dire ok, en fait c'est un peu sûr, je sais pas comment expliquer, c'est jamais sûr, mais en tout cas de légitimer la compagnie aux yeux des institutions et de dire ok, on peut leur faire confiance, on peut les programmer parce qu'au final ils ont fait ça s'est bien passé et puis ça va potentiellement ramener du monde parce que ça les a fait un petit peu connaître aussi. Voilà, genre en gros ça assoit un peu ce truc de notoriété. On peut y aller. Voilà, globalement. Yes. et la pièce, elle s'appelait Obscurité. Alors ça, c'était vraiment dans l'écriture que Thomas et Maud, ils ont... comment est-ce qu'ils ont pensé toute la cérémonie, qui était divisée par tableau. Et du coup, nous, on faisait partie de ce tableau Obscurité, qui était un peu le mélange de... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais eux qui étaient un truc un peu important ou un retournement, une renaissance en même temps où tu passes dans des zones sombres, mais pour renaître et repartir. Eux, c'est un peu comment est-ce qu'ils ont visualisé ce qui fait sens aussi avec l'électro et tout le bad buzz qu'il y a pu y avoir et tout, de redonner de la lumière sur... C'est ça, donc il y avait un truc en tout cas de très... c'est de la revendication et en même temps non, toujours plus d'espoir et de dire en fait ça existe, on a de la force et on a des choses à dire et oui, un mot plus positif que la revendication. Voilà, c'est ça, en mode manif, non pas du tout. C'est ça, Et justement, toi qui as pu voir aussi un peu, je pense, le déroulement des JO et quelle place a pris le hip-hop, l'électro et plus largement les danses urbaines dans ce projet lié aux JO et est-ce que c'était une reconnaissance qui était attendue? Je pense que c'était en tout cas pour Maud qui vraiment elle chapeautait le tout, ça a été en tout cas quelque chose d'important pour elle aussi de mettre en lumière plusieurs danses populaires ou non, en tout cas de vraiment valoriser les répertoires des danses en France. Donc ça c'est quelque chose que je salue. C'est pas facile de le faire correctement et toujours en essayant de respecter chaque culture comme il se doit, etc. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Pour le coup, la danse hip-hop, il devait y avoir plus de moments, mais à cause de la pluie, etc., il y a plein de choses qu'on sautait. Ouais. Donc, moi, je porte le hip-hop dans mon corps, dans ma technique, dans mon background. Donc ça a été ma manière de contribuer à la culture en participant, même si c'était vraiment la danse électro qui était en soi techniquement mise en valeur. Mais dans la danse électro, il y a plein de valeurs qui sont aussi portées par la danse hip-hop. Ça reste un milieu qui est quand même
parallèles et qui se côtoient et qui se nourrissent l'un et l'autre. Donc ça restait important pour moi, même si c'est vrai que des fois, moi, en tant que, si je parle juste pour moi, Laura, je suis un peu en mode je suis quand même danseuse hip-hop et est-ce que vraiment je contribue mais je le fais parce que plus personnellement, mais avec la compagnie, c'est une approche différente, on va dire. Et puis même pour les JO, il y a eu quand même beaucoup d'événements liés aussi autour des JO, des pop-up, on va appeler ça des pop-up, mais de l'événementiel. Des actions un peu ponctuelles. Enfin, ça a été quand même, en plus, comme il y avait le break, etc. Donc forcément, ils ont mis l'accent. Cool, et c'est cool qu'on ait vu la danse aussi de cette manière-là, pourvu que ça dure. Oui. Et ce qui était bien, c'est qu'on a vu quand même plein d'identités, enfin plein de choses très diverses et variées à la télé. Et en fait, ça n'a dérangé personne. Et donc, du coup, moi aussi, je me suis dit, c'est chouette parce que ça permet de remettre un peu en perspective les questions de vouloir mettre que du beau à la télé, entre guillemets. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est que le beau ? Qu'est-ce que c'est que... c'est vrai que dans la tête des gens, souvent, le hip-hop, il rentre pas trop dans ça. Et en fait, je dis ça parce que souvent, moi, j'ai mon solo, 1 + 1 = 1, où je parle de la maternité, etc. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu que... j'ai jamais fait de contemporain, j'ai jamais fait de danse classique, etc. Donc, mon écriture, elle est vraiment que hip-hop et elle se base que essentiellement sur ça. Et en fait, quand les gens ils voient mon solo, ils sont choqués quand je leur dis que je suis danseuse hip-hop et que c'est du hip-hop. Comme si c'était pas possible pour eux que la danse hip-hop elle puisse être belle ou elle puisse raconter un message autrement que... Et donc du coup ça montre qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes dans la tête des gens et moi du coup ça me fait plaisir quand ils réalisent que la danse hip-hop elle peut prendre cette forme-là et ce sens-là, parce que du coup ça, je pense, ça casse leur image qu'ils ont et puis ça leur ouvre vers autre chose. Et en même temps ça m'énerve de me dire que pour eux c'est pas possible en fait. Et donc du coup ça me donne encore plus envie de pousser et de montrer ça, quoi. Yes. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode, Laura, après cette jolie heure et quart et quelques. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets actuels ou à venir, si tu as d'autres envies artistiques ou pas Ouais, là, toujours avec la compagnie, on travaille pas mal. Là, ce week-end, on est au Grand Palais avec Hervé. En fin de journée. Ouais. Du coup, non, franchement, c'est cool. On continue de tourner Rêve Lucide, on continue de tourner Memento, on continue d'avoir plein de petits projets un peu plus ponctuels. On essaye au maximum de continuer d'être dans la création. On prévoit une nouvelle création pour 2027. Yes. Donc on commence à travailler dessus petit à petit. Après, moi, plus personnellement, toujours intro. Là, je pense que je vais relancer une prochaine promo pour l'année prochaine. Yes. Donc commencer à travailler dessus. Et j'essaye au maximum de continuer de proposer des projets aussi qui me porte, qui me stimule au-delà de mon travail avec la compagnie qui, pour moi, est vraiment un travail en duo et j'essaie quand même de continuer d'exister solo, moi à part entière, et de faire ce que je trouve important pour la culture. Et donc, du coup, j'essaie d'organiser aussi pas mal de choses, des jams, créer des moments de rencontre. Et donc, je pense que l'année prochaine aussi, il y aura pas mal de temps fort pour retrouver cet esprit d'échange et de partage dans la danse, que je trouve des fois qui est un petit peu mis de côté parce que trop de compétition. Compétition, ouais, complètement. Voilà, globalement. C'est chargé. On s'ennuie pas. Non, c'est ça. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose, toujours. Si tu pouvais parler à la jeune Laura, donc Nala, celle qui débutait dans la danse, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui ? Qu'elle a fait son petit bout de chemin et que c'est pas fini, mais je pense que je suis quand même fière d'avoir commencé et de pas avoir lâché, là, au moment où j'ai pu hésiter. Parce que aujourd'hui, je commence à comprendre le sens de pourquoi je danse. Oh waouh, c'est trop beau. Ça m'émeut un petit peu. Ah, bon, moi aussi. On va finir en chialant. Oh non. T'es pas prévu les mouchoirs.
Ok, et si tu, justement, qu'est-ce que tu voudrais dire à un danseur-danseuse qui veut faire ce métier, qui du coup peut avoir des moments de doute, comme toi et moi, à se dire pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fous là, est-ce que c'est vraiment pour moi, j'y arrive pas, je galère, en même temps je passe par des moments très montagnes russes. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont jeunes danseurs ou pas d'ailleurs, hein, qui sont même dans le milieu? De continuer de pousser. Qu'il y a forcément des moments de doute, mais justement c'est quand on arrive à ce moment-là que parfois il y a la réponse qui arrive un petit peu au bout du tunnel et que c'est dommage de lâcher avant d'accéder à la vraie essence de ce pourquoi on fait ça. Donc c'est pas facile, mais il y a toujours un but, il y a toujours une raison. Si c'est pas personnel, c'est peut-être pour les autres, c'est peut-être pour... Et du coup, il faut juste accepter que tout chemin qui a du sens est escarpé par des difficultés. Et c'est aussi là où tout prend son sens, en fait. Si c'était trop facile, je pense qu'on le ferait pas. Donc c'est pas facile, mais il faut se porter et se faire confiance aussi. Si c'est quelque chose qui vous anime vraiment, c'est qu'il y a une vraie raison derrière. Et du coup, il faut pas avoir peur d'aller creuser pour aller la trouver aussi. Même si ça peut faire peur. Donc faut pas lâcher. Yes, c'est un très beau mot de la fin. Merci. Merci beaucoup Laura pour ton temps. Merci pour ton énergie, ton partage. Je remercie toujours les gens de la même manière. Je dis toujours la même chose à la fin de l'épisode, mais c'est ce que je pense et je vais pas inventer d'autres choses. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à envoyer du love à Laura, à son travail. Je mettrai tous les liens dans la biographie de l'épisode pour que vous puissiez aller voir la compagnie, ce que fait Laura, etc. De pas hésiter à mettre 5 étoiles sur le podcast, à le partager, à le faire briller. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt et merci à toi Laura. Merci. Ciao, ciao.